Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le Café économique. Pour ce Café économique, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du Bureau national de restructuration et de mise à niveau de l'industrie. Alors, nous allons discuter de la mise à niveau de l'industrie nationale, mais avant de commencer le débat, de rentrer, puisque c'est notre premier débat de l'année 2013, je vais d'abord vous souhaiter, chers téléspectateurs, à vous toutes et tous, bonne et heureuse année 2013, que cette année soit pour vous toutes et tous une année de santé, de quiétude et de grandes réalisations. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui notre débat va porter sur la mise à niveau de l'industrie nationale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Hamidou Bourema, qui est directeur du Bureau national de restructuration et de mise à niveau de l'industrie. M. Bourema, bonsoir. Bonsoir, M. Seydou. Merci. Bienvenue dans ce café économique. Alors, justement, aujourd'hui, notre thématique, c'est la mise à niveau de l'industrie nationale, qui est un programme qui est lancé depuis quelques années maintenant, qui est la déclinaison d'un programme régional et qui s'est fait aujourd'hui au Niger et qui fait son bout de chemin. Alors, cette thématique, nous avons choisi d'en parler parce qu'on ne peut pas parler dans un pays de développement économique et social lorsqu'il n'y a pas un tissu productif fort, dynamique, capable d'assurer la création de richesses dans le pays. Et justement, c'est cela tout l'enjeu dans notre pays au Niger, où tous les constats et toutes les analyses montrent quand même que notre capacité industrielle est très faible, notre tissu industriel est assez faible. Conséquence, notre pays a une très forte dépendance économique vis-à-vis de l'étranger. On n'a pas besoin de beaucoup d'analyses pour constater cela. Il faut juste regarder ce qui se passe sur nos marchés. Nous importons beaucoup, nous exportons peu. Les Nigériens consomment beaucoup de choses qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Une des conséquences, c'est que aussi notre pays est beaucoup à la traîne par rapport aux autres pays en matière d'investissement, en matière de promotion d'entreprises, en matière aussi de climat des affaires de manière générale. Nous avons vu ces derniers jours, l'actualité a tourné beaucoup autour du climat des affaires, mais les différents rapports Doing Business de la Banque mondiale montrent que d'année en année, notre pays recule dans le classement. Nous avons perdu dans le classement 2013 un point par rapport à 2012. Tout cela n'est pas un bon signe. Alors, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans notre économie, parce que malgré ce tableau peu reluisant que je viens de dresser, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis par les différents acteurs pour essayer de rehausser le niveau de l'industrie nationale. Donc, c'est autour de ces questions que nous allons échanger pendant une heure avec M. Bourema Hamidou, qui est le directeur du Bureau national de restructuration et de mise à niveau de l'industrie nationale. Monsieur Bourema, je vais commencer par une question très simple. Votre bureau est mis en place pour accompagner le déploiement de la stratégie nationale de restructuration et de mise à niveau de l'industrie. Et cette stratégie aussi, comme je le disais tout à l'heure, est une stratégie qui a une origine sous-régionale, parce que c'est une stratégie qui émane de l'IMOA. Alors, aujourd'hui, quels sont, en titre de rappel pour nos téléspectateurs, les axes majeurs de ce programme-là, au plan national, et comment est-ce que ce programme est en train d'être déployé dans notre pays? Merci, M. Seydou, de l'opportunité que vous offrez pour vous parler du programme national de restructuration et de mise à niveau de l'industrie du Niger. Vous aviez bien fait de rappeler que c'est un programme qui découle de la mise en œuvre de la phase pilote du programme régional. Donc un programme régional qui a été adopté en 2006 par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Et c'est aussi un programme qui est une composante de la politique industrielle commune de l'UEMOA, qui a été adopté en décembre 1999. Donc nous avons géré pendant un certain temps une phase pilote qui concernait la mise à niveau de 120 entreprises agroalimentaires. Ça, c'est au niveau régional. Donc, dans le cadre de cette phase pilote-là, alors, 120 entreprises, donc combien nigériennes? Au total, il y a 10 entreprises qui étaient éligibles. Nigériennes? Oui, oui. OK. Donc, au finish, on s'était retrouvé avec 9. Donc, il y a 9
qui ont suivi l'accompagnement jusqu'à la fin, donc du début jusqu'à la fin. Donc, cette phase pilote a aidé tous les États membres à disposer d'un programme national. Mais pour certains pays qui en disposaient déjà, donc c'était agi donc de les renforcer. Donc le Mali en avait, le Sénégal était le premier pays de l'espace UEMOA à disposer d'un programme de mise à niveau. Donc après le Mali a suivi et maintenant tout le monde est venu dans le même groupe. Donc le Mali et le Sénégal ont été renforcés dans leur programme et les 6 autres États ont été maintenant dotés, à faire appuyer, à formuler un programme national. Donc pendant la phase pilote. Donc c'est ce qui a été fait. Donc l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, qui est l'agence d'exécution de ce programme au niveau régional, donc nous a aidés donc à formuler ce programme qui, comme vous le dites, c'est un programme national. Donc c'est la propriété du Niger. Donc vous voyez, donc c'est ce programme-là que nous sommes aujourd'hui en tant que bureau de restauration de mise à niveau, donc chargé de mettre en œuvre. Étant attendu déjà qu'on a mis en œuvre la phase pilote donc du programme régional. Donc, vous dites, c'est un programme de restructuration et de mise à niveau. Donc, vous voyez, à ce niveau, déjà, il y a 2 concepts qui ressortent. Oui. Peut-être que d'ailleurs, ce serait bien qu'on définisse un peu ces concepts-là, parce que la restructuration, d'abord, il faut quand même qu'on explique brièvement à nos téléspectateurs qu'est-ce qu'on veut signifier par cela. Et de l'autre côté, la mise à niveau. Alors, vous, aujourd'hui, dans votre littérature et par rapport à notre contexte, comment est-ce que vous définissez ces 2 concepts? Et la finalité vraiment du programme, c'est la mise à niveau. Parce qu'on cherche à rendre compétitifs les entreprises. Donc vous n'oubliez pas que nous sommes dans un processus d'intégration. Nous sommes dans un processus d'ouverture des frontières. Donc il y a un certain nombre de réformes qui ont été opérées au niveau régional, qui ont un impact sur le tissu industriel. Donc il y a ce qu'on appelle le taux de protection effectif donc des entreprises, donc qui a chuté parce que entre-temps on a mis en place un tarif extérieur commun. Donc le tarif de douane, comme on le dit. Donc on a baissé les taux de droits de douane dans le cadre de cette réforme. Et du coup, ça a déprotégé certains produits, donc certaines branches d'activité. Donc il fallait tout de suite mettre en œuvre des réformes aussi pour pouvoir freiner les conséquences négatives que ces réformes pourrait avoir sur les entreprises. Donc, vous voyez, et n'oubliez pas aussi que nous sommes en négociation de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc, à ce niveau aussi, donc, il y aura des réformes, surtout des réformes douanières qui vont déprotéger notre tissu, enfin nos entreprises. Donc, c'est pour cela, oui. Sans vous couper, ça veut dire que si je suis votre raisonnement, nous serons dans une situation où notre économie sera de plus en plus ouverte sur la région et sur d'autres continents comme l'Europe, et qu'il y aura des réformes où les aspects tarifaires concernant la réglementation douanière va être revus à la baisse pour permettre aux autres entreprises d'accéder à notre marché, c'est cela? Voilà, aux autres entreprises et surtout aux autres produits d'accéder à notre marché. Donc pour cela, il fallait tout de suite améliorer la compétitivité de nos entreprises. Donc vous voyez, c'est ça la finalité du programme. Mais ce que vous ne pouvez pas mettre, mettre à niveau toutes les entreprises. Parce qu'il y en a qui sont en situation financière difficile. Il y en a qui ont des déséquilibres financiers, donc ils ne peuvent pas tout de suite rentrer dans un programme de mise à niveau. Donc c'est pour ces entreprises-là qu'il va falloir faire d'abord une restructuration, c'est surtout une restructuration financière pour restaurer donc l'équilibre financier et assurer ainsi
à l'entreprise sa bancabilité. Okay. Alors, la restructuration, vous venez d'évoquer l'aspect financier, mais est-ce que toucher seulement à l'aspect financier suffit pour restructurer une entreprise? Parce que l'aspect financier n'est qu'un maillon de la chaîne, certes important, mais ce n'est pas ça qui viabilise une entreprise. Vous avez parfaitement raison. Nous, ce qui nous intéresse ici, donc, c'est vraiment de faire des réformes au niveau des entreprises pour assurer leur bancabilité. Donc, ça veut dire qu'il faut que la situation financière de l'entreprise soit telle qu'elle soit à mesure de s'autofinancer ou bien d'autofinancer ses investissements ou de partir sur le marché financier et enlever des ressources. Parce que la mise à niveau a des conséquences financières qu'une entreprise en difficulté donc, ne pourra pas surmonter. Donc, c'est ça la raison de la restructuration. Donc, vous voyez, parce que la mise à niveau, elle concerne l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc, c'est une action qualitative. Donc, c'est une action qui vise à améliorer qualitativement toutes les fonctions de l'entreprise. Donc, afin de la rendre plus compétitive. Et dans cette démarche-là, nous visons aussi, enfin, il faut se conformer aux exigences du marché, donc du marché national ou international. Oui, et au cadre réglementaire commun. Voilà. Oui. Alors, justement... Donc, c'est ça un peu la différence. Oui. Et quand vous faites ce travail-là de mise à niveau et de restructuration, je pense quand même que ça suppose une bonne connaissance et une bonne analyse du tissu industriel national, de son état, de son comportement, ainsi de suite. Je sais qu'il y a d'autres ministères, il y a le ministère du développement industriel, ainsi de suite. Mais vous, quand même, dans votre travail, je pense que vous devrez avoir une bonne analyse de l'environnement industriel. Aujourd'hui, quel est l'état de nos industries? Bon, peut-être l'état global. Oui. L'état global, c'est similaire à l'état global de notre économie. Donc, il y a des difficultés. Nos entreprises rencontrent un certain nombre de problèmes, donc inhérents au coût des facteurs, inhérents au financement, inhérents au management, donc un certain nombre de facteurs. Donc vous voyez, certes que nous avons au plan national des entreprises qui marchent bien, mais il faut dire que la plupart rencontrent des difficultés dans leur fonctionnement. Peut-être au cours du débat, on va en venir, quand on va aborder maintenant la question même de mise à niveau des entreprises. Donc de façon concrète, l'appui direct que nous apportons aux entreprises. Mais je pense qu'on peut aller directement sur cette question, parce que c'est aussi une suite logique de ce que nous disons. Concrètement, par rapport à notre environnement industriel aujourd'hui, qu'est-ce qui est attendu comme mise à niveau à faire? Et quelles sont les priorités en matière de mise à niveau, en tout cas les priorités qui sont les vôtres, que vous avez définies dans le cadre des activités du Bureau de restructuration et de mise à niveau? Et le programme, le document même le dit, nous sommes dans une première phase qui concerne les entreprises industrielles. Mais c'est un processus qui peut par la suite s'étendre à d'autres secteurs de l'économie nationale, là où le gouvernement sentira la nécessité d'accompagner les entreprises. Donc, vous voyez, mais pour le moment, nous nous focalisons sur l'industrie. C'est la priorité. Donc, c'est la priorité. La priorité, c'est l'industrie et les services connexes à l'industrie. Parce qu'il faut mettre en place, ce n'est pas seulement l'entreprise, elle seule n'est pas maître de son développement. Elle est dans un environnement qu'il faut entretenir. Parce que cet environnement-là a une grande influence sur l'entreprise. Donc c'est pour cela qu'on a ajouté les services connexes. Et donc, les services connexes, c'est quoi exactement? Les services connexes, c'est tous les services qui peuvent rendre service, comme on le dit, qui peuvent accompagner une entreprise. Ça peut être les cabinets d'études, les cabinets, les bureaux d'études. Les cabinets d'ingénierie. Voilà, d'ingénierie, les cabinets conseils, les cabinets d'expertise comptable. Ça peut être des centres techniques, ça peut être des laboratoires. Donc, vous voyez, ça peut être aussi des structures organisationnelles. Parce que n'oubliez pas que
il y a toujours des structures organisationnelles patronales qui jouent un grand rôle dans l'accompagnement du secteur dans son ensemble. Alors, justement, puisque nous parlons comme ça, et moi, je vis dans vos objectifs, parce qu'il y a eu, selon ce que je vis dans la littérature, le lancement officiel du programme qui a été fait en 2011, en février, je pense. Et parmi vos objectifs, il y a quand même, je vais les citer, moi, je lis 4 grands objectifs. Le premier, c'est de favoriser la création d'au moins 80 entreprises industrielles dans les 3 prochaines années, y compris les entreprises informelles et 15 sociétés de services d'appui. C'est ce que vous venez d'expliquer tout à l'heure. La relance de la production industrielle, la promotion de l'investissement, de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale. Alors, pour l'objectif quantitatif, je vis 80 entreprises industrielles et une transformation des entreprises informelles. C'est cela. Parce que ça, c'est des choses que je pris dans des articles de presse. Est-ce que c'est exactement vos objectifs? Si oui, quelle est aujourd'hui la démarche dans laquelle vous êtes en train de vous inscrire pour atteindre ces objectifs? Non, en réalité, il ne s'agit pas de créer, mais d'accompagner. Parce que nous ne créons pas les entreprises. D'accompagner, de favoriser la création. Voilà. C'est ce qui est, de favoriser la création. Nous favoriser là, ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est d'accompagner. Il y a des structures qui sont habilitées. Donc, c'est leur rôle donc d'accompagner dans la création. Mais nous, on accompagne les entreprises existantes. Donc, vous voulez accompagner 80 entreprises d'ici? Oui, pour être précis, c'est 75 entreprises. Et maintenant, 15 entreprises de conseil, donc du bureau d'études et de conseil. Donc, c'est ça la finalité sur les 3 ans. Et quels sont les secteurs qui sont ciblés? Parce que tout à l'heure, depuis là, nous parlons d'industrie, mais l'industrie, c'est quand même plusieurs secteurs. Quels sont, par rapport à ces entreprises, à ce chiffre-là, les secteurs qui sont prioritaires? Oui, vous avez parfaitement raison, l'industrie est large, mais ici, nous sommes en train de raisonner en termes d'industrie manufacturière. Et nous avons un peu adapté la classification. Donc, nous avons l'agroalimentaire. Donc, nous avons les entreprises de la branche chimique, parachimique. Donc, les matériaux de construction métallique et bois, cuirs et peaux. Nous avons aussi les imprimeries et les entreprises énergétiques. Les entreprises énergétiques, celles qui interviennent donc dans le domaine de l'énergie, pas de la production comme on le passe ou bien dans la commercialisation. Donc voilà en gros les secteurs qui sont, enfin les branches d'activité qui sont concernées par notre programme actuellement. Donc vous voyez, donc, au fur et à mesure qu'on va avancer, certainement qu'à la demande du gouvernement, surtout à la demande des autres branches d'activité, certainement qu'on aura à intervenir pour d'autres types d'entreprises. Mais pour l'instant, vraiment, c'est l'industrie et voilà les branches qui sont concernées. Alors, juste pour revenir un peu en arrière, vous avez parlé de la phase pilote, où vous avez accompagné un certain nombre d'entreprises. Et il y a cette nouvelle phase-là qui est en train d'être lancée. Et je pense que cela fait quand même une expérience de quelques années dans ce travail-là. Quelles sont les leçons que vous tirez en matière d'accompagnement de nos entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, nos entreprises ont suffisamment intégré la nécessité d'être accompagnées pour qu'elles se développent davantage, ou bien il y a encore des résistances ou bien des difficultés à comprendre que le monde a changé et que les entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales, en tout cas pour vivre, il faut s'adapter et il faut être compétitif. Ce que je voudrais dire, personne ne refuse l'accompagnement. Et aujourd'hui, il y a certaines réformes qui s'imposent à nous. Parce que comme on l'a abordé tout à l'heure, on est en train d'ouvrir, et d'ailleurs le marché est même ouvert déjà. Il est déjà ouvert entre les pays de l'UEMOA et même de la CEDEAO. Au niveau de l'UEMOA, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle l'union douanière.
Donc, vous voyez, donc après, cette ouverture-là va s'étendre aux pays de l'Union européenne, dans le cadre des accords de partenariat ACPUE. Donc, vous voyez, donc, nous n'avons pas le choix donc, aujourd'hui. Et ce que je pourrais dire comme expérience, la demande est forte en matière d'accompagnement. Et si vous avez vu, c'est la raison pour laquelle vous avez tout de suite parlé donc, des entreprises informelles de transformation. Nous avons aussi les entreprises nouvellement créées que nous avons intégrées dans notre programme national. Ce qu'on ne retrouve pas au niveau du programme régional. Ça s'explique. Parce que d'abord, nous avons un tissu industriel embryonnaire. Et de l'autre côté, quand nous avons lancé le programme régional, donc en 2008, il y a eu un engouement. Il y a eu des demandes. Des gens, donc il y a eu des personnes qui venaient tout juste de créer leur entreprise, qui sont venues vers nous. Mais il se trouve que ces entreprises ne sont pas éligibles. Parce qu'au niveau régional, il fallait avoir au moins 2 années d'existence. Ce qui n'était pas le cas. Donc, au moment de la formulation de ce programme, donc de notre programme, donc cet aspect a été pris en compte. Donc, vous voyez. Pour revenir à votre question, hein, c'est pas qu'on a lancé le programme en 2011, en février, mais c'est qu'il a été adopté en février 2011 par le gouvernement du Niger. Donc, à partir de cette date-là, nous nous sommes attelés à mettre en place les outils nécessaires, à faire les réformes internes nécessaires pour pouvoir maintenant mettre en œuvre ce programme qui, je pense qu'il y a, qui, je le dis, a 3 composantes. La première composante, c'est le renforcement des capacités institutionnelles du ministère chargé de l'industrie, du comité de pilotage national et du BRMN lui-même. Donc, il fallait revoir donc, l'architecture institutionnelle donc, du BRMN et de son comité de pilotage qui est devenu conseil d'administration et aussi appuyer le ministère à disposer des textes nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre un programme de mise à niveau. Parce que c'est une nouveauté, pas seulement au Niger, même dans toute la sous-région. C'est un concept nouveau. Donc, nous sommes attelés à ça. Alors, sans vous couper, je pense que je comprends un peu le fil du raisonnement. Mais moi, j'aimerais revenir sur les chiffres quand même. À l'échelle d'un pays comme le Niger, et sur 3 ans, vous ambitionnez d'accompagner 80 entreprises sur 3 ans. Ce qui fait une moyenne d'environ 25 tout au plus. Et vous me dites aussi qu'il y a de l'engouement. Quelque part, je trouve quand même que soit notre tissu est vraiment extrêmement faible pour accompagner juste 25 entreprises par an, ou bien il y a quand même quelque chose qui me paraît un peu inconcevable, parce que dans d'autres pays, 80 entreprises, même ici à côté au Bénin, ce n'est pas grand-chose. Vous avez parfaitement raison. Nous partons dans nous sommes prudents. Nous sommes prudents. Sinon, nous avons déjà l'expérience de la phase pilote. Là où je vous parlais, il y a eu un engouement parce qu'on cherchait 10 entreprises, enfin 15 en ce temps-là. Il y a eu vraiment de la demande. Même si nous n'avons pas eu les moyens de faire la communication nécessaire pour attirer le maximum. Ça, c'est de 1. La deuxième expérience que nous avons, nous voulons de lancer un programme, enfin, nous voulons de lancer le processus pour l'accompagnement de 6 entreprises. Donc, dans le cadre d'un programme d'appui à la dynamisation du secteur privé et de développement des échanges financiers par l'Union européenne et logé au niveau du ministère chargé du commerce. 6 entreprises. On a eu 30 dossiers. 30 dossiers pour sélectionner 6. Pour sélectionner 6. D'accord. Mais nous avons mis des critères pour pouvoir éliminer. Parce qu'on a besoin de 6. Alors, si on n'avait pas, si il n'y avait pas ces critères d'élimination, donc nous allons garder les 30. Donc vous voyez,
Vous voyez l'Angoma. Parce que nous avons déjà publié les critères d'éligibilité. Il y en a qui savaient déjà qu'ils n'étaient pas éligibles, mais qui sont venus vers nous. Donc, vous voyez. Mais le jour où nous allons passer concrètement à la mise en œuvre du programme national, parce que ici c'est vraiment un appui un peu ponctuel, donc de l'Union européenne, mais le jour où nous allons commencer la mise en œuvre du programme national qui a ses propres critères, qui sont encore un peu plus flexibles, donc en ce temps-là, il y aura encore plus de demandes. Et troisièmement, c'est que la mise à niveau est un processus continu. Oui, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Quand une entreprise rentre là-dedans, elle n'a plus besoin de sortir. Parce que le processus le permet... Juste pour commenter une étape de vos propos, vous avez parlé des critères d'éligibilité. Alors, je sais qu'il y a un programme régional. Maintenant, au niveau de la région, il y a des critères qui sont définis dans, dans le cadre du programme. Est-ce qu'au niveau national, ce sont les mêmes critères qui sont maintenus ou bien ils ont été réadaptés au contexte national? Si oui, ce serait bien de le savoir, mais ce serait bien aussi de savoir quels sont exactement ces critères-là, à partir desquels vous sélectionnez les entreprises qui vont être accompagnées par le programme. C'est vrai, nous n'avons pas choisi les mêmes critères. On ne peut pas les reconduire parce qu'il y avait des critères un peu contraignants au niveau régional. Comme vous le savez, quand il s'agit des questions régionales, donc plusieurs pays, il faut un consensus, il faut lâcher ici, gagner par là. C'est comme ça le principe. Donc vous voyez, mais maintenant, comme c'est notre programme, nous avons essayé de l'adapter à notre tissu économique. Et donc nous avons assoupli un peu les critères. Il y avait le critère, par exemple, au niveau régional, que ça soit une entreprise de l'agro-industrie. Oui, c'était ça une des priorités. C'était une des priorités. Oui, oui. Donc nous, on l'a sauté, c'est vraiment toutes les entreprises, des branches d'activité que je venais d'évoquer tantôt. Deuxième, il y avait le critère de nombre d'emplois. Il fallait avoir au minimum 11 employés. Il y avait le critère d'années d'activité. Je disais minimum 2 années. Donc, vous voyez, je parlais au niveau national qu'il fallait au moins, même les entreprises nouvellement créées peuvent être accompagnées. Il y avait le critère de taux d'encadrement. Parce que c'est un processus qui nécessite, un taux d'encadrement qui puisse permettre de conduire les activités. Donc, ce critère aussi n'a pas été retenu au niveau national. Donc, nous avons essayé d'adapter ça. Mais il faut dire que les critères essentiels, c'est quoi? C'est d'abord l'adhésion volontaire. Oui. Ça, c'est le premier des critères. Il faut que ça soit une entreprise de droit nigérien, qui soit en règle, un registre de commerce, un IFA. Il faut qu'il ne soit pas, qu'elle soit en chose comme ça l'appelle au stade de liquidation. Donc, vous voyez. Donc, après, maintenant, nous avons mis des critères un peu spécifiques par rapport au type d'entreprise. Ce que vous allez demander à une grande entreprise, vous n'allez pas demander ça à une petite ou micro-entreprise ou bien une entreprise informelle de transformation. Ça va être la même chose. Et ça, par la suite, ça nous a causé énormément de problèmes quand nous voulions mettre en place les outils. Parce qu'il fallait adapter les outils à chaque type d'entreprise que nous avons. De façon sectorielle, c'est voilà. Ça C'est ce qu'il fallait faire. Donc ce travail-là, si c'est une fiche de présentation du plan de mise à niveau, il fallait faire 5. Si c'est pour la restructuration, ainsi. Tout ce que vous allez faire là, les fiches d'adhésion, il fallait faire 5.
Parce que nous avons essayé de conformer ça. Ce qui m'amène à une question. Maintenant que vous avez parlé des critères d'éligibilité, j'aimerais quand même savoir, puisque vous avez dit la mise à niveau, vous êtes aujourd'hui beaucoup focalisé sur la mise à niveau, c'est cela? Et la mise à niveau va toucher toutes les fonctions de l'entreprise. Alors, comment vous faites ça de façon opérationnelle? Est-ce que vous avez le bureau national à ses propres compétences qu'il mobilise et qu'il met au service de l'entreprise, accompagné, ou bien vous faites appel à d'autres prestataires, comme les cabinets et bureaux d'études pour faire ce travail? Ça, c'est une très belle question. Effectivement, nous avons des experts au niveau du bureau, mais dont leur rôle n'est pas d'intervenir au niveau des entreprises. Nous faisons l'interface entre les cabinets, donc les consultants, qui doivent intervenir dans les entreprises, maintenant, et tout le dispositif. Parce que nous avons un comité de pilotage qui a un rôle important à jouer donc, dans tout ce processus-là. Donc nous faisons appel à des experts indépendants. Et c'est vraiment une expertise pointue, comme j'ai l'habitude de le dire. Qui, par exemple, fait partie des experts auxquels vous faites appel? Par exemple, quel cabinet? Nous n'avons pas. C'est pas que nous avons déjà des cabinets, non. Mais ce que je parle vous n'avez pas contractualisé avec les cabinets parce que bon, ça c'est... Je prends de façon un peu générale, c'est qu'on fait appel à des experts indépendants. Donc c'est un œil extérieur qui vient de l'entreprise. Oui, c'est ce que je voulais savoir. Le travail ces experts-là, vous faites appel à eux. Est-ce que c'est dans le cadre, par exemple, d'un contrat clairement établi avec votre bureau qui va sur des années, parce que c'est comme ça que ça se fait sous d'autres univers, où il y a après un travail laborieux, on sélectionne des experts qui accompagnent le processus, et même souvent il y a des conventions avec des banques, avec le système financier pour le faire. Dans votre cas, est-ce que c'est des experts nationaux? Est-ce que c'est des experts internationaux? Comment ça se fait? C'est ce que je voulais savoir clairement. Oui, il faut dire que nous sommes une entreprise, une structure étatique. Nous utilisons des ressources publiques, donc on est soumis à des règles, surtout les règles de gestion des marchés publics. Donc nous ne pouvons pas créer de monopole. C'est vrai, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir une liste de cabinets qui sont vraiment outillés pour accompagner les entreprises. Et maintenant, s'il va falloir intervenir, c'est au niveau de cette liste-là. Il va falloir faire le tri. Donc il y a vraiment des règles que nous sommes obligés de respecter. On ne peut pas signer des contrats comme ça définitifs avec des cabinets et ainsi de suite. Surtout que nous ne savons pas. Comme vous le dites, on peut utiliser des consultants nationaux comme des experts internationaux. Parce que ça dépend. Donc parfois, vous faites appel à l'expertise au cas par cas. Oui, c'est au cas par cas que nous faisons appel à l'expertise. Et comme je l'ai dit, notre rôle, dans un premier temps, c'est de faire un pré-diagnostic des entreprises qui ont été retenues. Et quand nous allons passer à la mise en œuvre du programme national, ça ne sera pas... On ne va pas attendre. Quand on a une entreprise, déjà, on commence à la traiter. Dès lors qu'elle est éligible. Dès qu'elle est éligible, donc le processus a engagé, on recrute des experts qui doivent partir faire le diagnostic stratégique de cette entreprise. C'est comme ça que ça se fait. Mais avant ça, il y a un travail que nous faisons avec nos experts. C'est d'élaborer les termes de référence de l'étude de diagnostic. Alors, donc, qui est le comité? Est-ce qu'il y a un comité d'éligibilité? Parce que dans ce genre de situation, quand vous avez des critères, il faut qu'il y ait un comité qui se réunit pour choisir. Chez vous, quels sont les membres du comité pour assurer le choix des entreprises qui sont éligibles? Non, nous n'avons pas de comité d'éligibilité. Mais l'étude d'éligibilité se fait au bureau.
C'est chez nous que se fait l'étude d'éligibilité. Et c'est la même chose dans tous les pays. Nous avons un manuel de procédure technique. Vous savez, c'est très facile quand vous avez un manuel de procédure. N'importe qui à qui vous confiez le dossier, il pourra faire le travail. Parce que c'est décrit de façon détaillée. Quand vous recevez l'éligibilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est telle pièce, telle pièce, telle pièce. Écoutez, bon, il faut vous donner un certain nombre d'informations. Et la personne le regarde. Donc maintenant, si les pièces sont au complet, en ce temps-là, on va dire que cette entreprise est éligible. Si toutes les informations-là sont complètes, donc on dit que l'entreprise est éligible. Donc en ce temps-là, on la fixe comme entreprise qu'il va falloir accompagner tout de suite. Et comme je l'ai dit, je continue un peu. Et donc, nous préparons les termes de référence de l'étude de diagnostic. Donc pour cela, il va falloir connaître un peu l'entreprise. Donc nous faisons ce qu'on appelle le pré-diagnostic. Avec vos propres ressources internes. Voilà, avec nos experts. Et c'est maintenant, eux, sur la base des informations recueillies sur le terrain, qu'ils élaborent les termes de référence. C'est après ça maintenant qu'on procède au recrutement du consultant. Quand je dis consultant, ça peut être un consultant indépendant ou bien un bureau d'études ou un cabinet. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a une chose, j'aimerais comprendre aussi, puisque l'accompagnement, vous dites, effectivement, c'est une question de longue haleine, ainsi de suite, pour une entreprise, entre la mise à niveau. Mais vous, votre accompagnement, il va durer combien de temps? Parce que ce n'est pas vous qui allez faire la mise à niveau de l'entreprise indéfiniment. Il y aura toujours une période où l'accompagnement s'arrête. Quand vous vous engagez avec une entreprise, vous vous engagez habituellement pour combien de temps? Oui, quand on s'engage, vous savez, un programme de mise à niveau, c'est vraiment des actions concrètes et limitées dans le temps. Il est souhaitable que les actions que vous allez mener ne dépassent pas une année. Tant en investissement matériel qu'en investissement immatériel. Mais maintenant, tout dépend. Parce que vous avez plusieurs acteurs. Il y a d'abord les entreprises, il y a le bureau d'études, le cabinet, enfin le consultant, donc le bureau d'études, il y a le BRMN qui intervient, il y a le comité de pilotage qui intervient dans ce processus. S'il y a une faille quelque part, donc il y aura lenteur. Si vous envoyez par exemple des documents à valider au niveau d'une entreprise et que vous n'avez pas la réponse, donc vous ne pouvez pas continuer le processus. Si le consultant n'est pas aussi outillé, peut-être qu'on va un peu revenir sur la consultance au Niger, si il a des marques de faiblesse quelque part, parce que ça peut arriver, même si nous cherchons vraiment des experts pointus, ça peut arriver. S'il y a des failles à ce niveau aussi, le système peut être un peu grippé. S'il y a des failles au niveau du bureau, aussi le système peut être grippé. Oui, mais justement, s'il y a des failles au niveau de notre comité de pilotage. Alors, donc c'est tout ce système-là qui fait que si chacun fait son travail comme ça se doit, ça allait marcher. Ça va marcher. Mais alors, si ça grippe quelque part, là, personne ne pourra vous dire combien de temps ça va prendre. Effectivement. Alors, il y a justement, vous avez parlé du comité de pilotage, qui est, selon ce que je lis, qui est constitué de représentants de l'administration, du secteur privé et aussi des PTF, c'est ça, des partenaires techniques et financiers, c'est cela. Alors, ce comité de pilotage, qu'est-ce qu'il fait exactement dans le déploiement des services d'accompagnement? Est-ce qu'il a un rôle à jouer? Ah, il a un très, très, très grand rôle à jouer. C'est quoi son rôle? Parce que quand nous, on fait les termes de référence, le diagnostic stratégique est fait. Maintenant, nous, on analyse le rapport. Après, maintenant, on fait une synthèse qu'on présente à notre comité de pilotage pour qu'il prenne des décisions. Est-ce que c'est le comité de pilotage qui décide qu'une entreprise, après tout ce que vous lui avez présenté comme information, est éligible, oui ou non? Non, l'éligibilité est déjà réglée. Ah. Mais maintenant, est-ce que l'entreprise peut bénéficier de la prime?
c'est le comité de pilotage qui prend la décision d'octroi de primes. Une prime d'accompagnement, c'est ça? Voilà, une prime d'accompagnement. Parce que c'est ça, c'est le système de prime qui est utilisé. Donc, c'est le comité de pilotage. Mais fait qu'en amont, c'est effectivement le comité de pilotage qui donne les critères donc d'éligibilité. Même si déjà, ça se trouve dans le document de programme, mais on peut apporter des réajustements. Alors, cette prime-là, elle équivaut à quoi exactement? C'est un pourcentage des investissements réalisés. Par l'entreprise? Par l'entreprise. Ok. Ça veut dire qu'une entreprise qui n'investit rien, bon, quand je dis qu'il n'investit rien, c'est-à-dire que pendant la période où elle sollicite l'accompagnement, n'a pas d'investissement à faire, elle n'est pas accompagnée. Oui, c'est bien ça. Okay. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que la mise à niveau ne concerne pas toutes les entreprises. Une entreprise qui est en difficulté financière ne peut pas intégrer la mise à niveau. Donc, il faut d'abord la restructurer. Ça, c'est de 1. Et même si elle n'a pas de difficulté financière et que maintenant elle est engagée dans la mise à niveau, elle peut s'arrêter en cours de route. Donc, vous voyez, donc en ce temps-là, il n'y a pas de prime. Ou bien il y en a qui s'engagent, mais qui ne réalisent que les investissements immatériels. Donc, on les paie les primes correspondant au montant des investissements immatériels. Et c'est combien le pourcentage? C'est quoi le pourcentage? Pour les investissements immatériels, oui, le programme prend, pour les grandes entreprises et les moyennes, 80%. 80%? Oui, de montant des investissements immatériels. Et matériel? Mais maintenant, matériel, 20%. OK. Ça veut dire maintenant, que si demain, je suis une entreprise industrielle qui veut restructurer ou bien qui veut mettre à niveau son département informatique, qui achète des logiciels, des softs, vous êtes prêt à me rembourser, à me donner une prime de 80%? Effectivement, vous avez très bien compris parce que les logiciels sont considérés comme des investissements immatériels. Effectivement, du soft. Et si j'achète des ordinateurs, vous prenez en charge les 20%. Les 20%. Ça, c'est bien ça. OK. Alors, justement, pour aussi essayer de voir ce qui se passe dans les autres pays, puisque le programme était un programme d'émanation sous-régionale, qui est décliné aujourd'hui dans beaucoup de pays. Est-ce que vous avez analysé le fonctionnement dans les différents pays pour voir si la manière dont le bureau au Niger est organisé, est-ce que c'est exactement la même manière qu'il est organisé au Bénin, au Burkina et dans d'autres pays, et voir aussi les niveaux d'efficacité des différents, votre niveau d'efficacité par rapport au reste des pays? Non, je n'ai pas de réponse par rapport au dernier aspect de votre question, l'efficacité. Donc, je saurais le répondre parce que... Mais vous pouvez vous comparer aux autres pour savoir... Il va falloir déjà visiter ces entreprises, regarder, observer ce qu'ils sont en train de faire, voir aussi les résultats que ces bureaux ont déjà eus dans le cadre de leur activité, ainsi de suite. Non. Mais sur le plan institutionnel, je suis à l'aise de dire aujourd'hui que quand même le Niger est avancé. Parce que le BRMN Niger est aujourd'hui une structure autonome. C'est un EPA, c'est un établissement public à caractère administratif. Alors qu'ailleurs, c'est un service d'une direction. Donc, voyez, donc ça limite leur opérationnalité. C'est le cas de quel pays, par exemple? Par exemple, au Mali. Donc, vous voyez, donc ça limite leur opérationnalité. Par exemple, au Sénégal, c'est vraiment une structure autonome. Dans certains pays, c'est des directions, nationales. Donc, vous voyez, donc à ce niveau, vraiment, on est à l'aise. Alors, justement, nous avons notre autonomie. Nous sommes un EPA sous tutelle du ministère chargé de l'industrie, donc l'actuel ministère des Mines et du Développement industriel. Nous avons une équipe étoffée. Aujourd'hui, l'équipe que nous avons peut conduire n'importe quel programme de restructuration et de mise à niveau. Donc, vraiment, sur le plan institutionnel, nous n'avons pas de problème. Alors, moi, le sentiment que j'ai eu en faisant des recherches avant cette émission, c'est que, par exemple, vous dites institutionnellement, vous êtes fort, ça c'est une bonne chose, mais j'ai comme l'impression aussi que dans vos activités, il n'y a pas une grande visibilité vis-à-vis du public. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai eu plus de facilité à avoir accès à des informations du bureau béninois que vous. Alors que nous sommes dans le même pays, vous êtes juste à côté. Et pour vous dire, par exemple, les Béninois ont un site web très actif
où on a toutes les informations. Et d'ailleurs, pour preuve, sur leur site, j'ai même pris la liste des entreprises qui ont été accompagnées durant la phase pilote, avec le nom de l'entreprise, la date de l'éligibilité, le nom du dirigeant, son adresse. Alors, il y a tellement d'informations. Et vous, c'est pratiquement le blackout, parce que moi, quand j'étais sur Internet, d'ailleurs, quand je tape Bureau de restructuration Niger, je vais directement soit à Limoa, soit au Bénin. Donc, pour moi, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. Non, vous avez parfaitement raison. Sur le plan communication, nous avons des failles, hein, mais c'est que par rapport au Bénin, c'est autre chose. Le Bénin, dès le départ, en 2008, le gouvernement a annoncé 300 millions pour démarrer. Ok. Uniquement pour le de fonds propres. Donc de fonds propres pour démarrer. Ce qui n'est pas le cas. Au Niger, il a fallu en 2011 pour que nous ayons les premières subventions de l'État. Et ça, c'est juste pour le fonctionnement. Ce n'est pas pour la mise en œuvre même du programme en tant que tel. Donc vous voyez, ça vraiment, je vous le concède. Mais il y a les questions de moyens qui sont intervenues là-dedans. Mais cette question ne nous a pas échappé. Nous avons élaboré en 2012 là, et fait adopter par notre comité de pilotage un plan de communication que nous allons commencer à mettre en œuvre, surtout avec l'appui du programme d'appui au secteur privé financé par l'Union européenne, dont la mise en place d'un site web. Alors, ça ne nous a pas échappé. Justement, parce que moi, cela a retenu mon attention, parce qu'un programme comme celui-là, qui est mis en œuvre dans un pays comme le nôtre, pour qu'il réussisse, l'une des conditions quand même, c'est qu'il y ait une grande transparence autour. Et la transparence, souvent, est liée aussi à la communication que vous faites. Par exemple, si on ne connaît pas ni les entreprises que vous accompagnez, ni les critères d'accompagnement, en tout cas, il faut que quelqu'un se déplace chez vous, qu'il connaisse votre bureau d'abord, pour connaître les critères. Si on ne connaît pas qui fait ce travail-là, je pense que vous avez aussi un manque à gagner, parce que ça m'étonnerait que toutes les entreprises, ou bien le public nigérien puisse avoir réellement confiance dans la démarche. Je ne sais pas si vous partagez la même analyse, en tout cas moi c'est ce que Non, vous avez parfaitement raison. Le processus de mise à niveau nécessite une transparence, tant au niveau du bureau qu'au niveau des entreprises. Les entreprises doivent être transparentes. Effectivement. Parce que toutes les questions que les experts vont poser doivent avoir des réponses précises et transparentes. Parce que quand vous partez, un malade, quand il part devant un médecin, il faut qu'il dise ce qu'il sent. Il faut qu'il se fasse découvrir. C'est exactement la même chose. Et nous aussi, au niveau du bureau, nous devrons être transparents. D'abord, comme vous le dites, pour attirer le maximum d'adhésion, et de l'autre côté aussi, pour avoir la confiance des bailleurs, donc des gens qui peuvent. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons engagé un processus à partir de 2011. Tout juste après l'adoption de ce programme. Donc, la mise en place des outils nous a pris énormément de temps. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu compliqué. Donc, nous avons pris énormément de temps pour mettre en place ces outils. Donc, aujourd'hui, nous avons fait adopter ces outils-là par notre comité de pilotage. Aujourd'hui, nous avons toutes les informations stockées au niveau de notre bureau. Donc, les informations qui doivent être portées dans le site web. Nous avons élaboré les thèmes de référence pour la mise en place d'un site web dans le cadre du financement que nous avons eu avec l'Union européenne. Donc, nous attendons dans les quelques semaines ou les quelques mois la mise en place de ce site web-là. Sinon, vraiment, les aspects de communication n'ont pas été perdus de vue. Je vous le concède. Nous avons élaboré en 2011 là, et adopté, comme je le disais tout à l'heure, un plan de communication que nous avons commencé à mettre en œuvre. Mais ce qu'il faut se dire quelque chose au Niger, et les informations sont un peu, ou bien la recherche d'informations est un peu ciblée. Quand la chose ne vous intéresse pas, donc même si elle passe à la télé, vous voyez dans les journaux, vous ne prêtez pas attention. Vous dites que vous n'avez jamais vu. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est pas nigérien, hein? Oui. Ça, c'est universel. Voilà, d'accord. C'est reconnu dans les... Ok, vous êtes les professionnels. C'est universel. D'accord. Ce que je vous dis,
Les industriels savent qu'il y a un programme. Les porteurs de projets savent qu'il y a un programme de mise à niveau. Même si nous n'avons pas eu à faire une grande campagne, quand même, c'est tout un processus. Oui. Non, ce n'est même pas par rapport à la visibilité. Moi, et récemment, le souci, c'est beaucoup plus la question de transparence et de confiance. Parce que la transparence est quand même quelque chose vous l'avez dit, ça incombe à vous, ça incombe aux entreprises. Donc, pour cette garantie de transparence, vous avez une certaine obligation d'assurer la disponibilité de l'information au public. C'est exact, on est soucieux de cela, on est conscient de cela, c'est pour cela que nous avons décidé de la mise en place de ce site web-là. Là où nous-mêmes, ça va nous faciliter dans notre travail. Parce que tout ce qu'il y a comme fiches et formulaires d'adhésion, on va les mettre là-bas, ça sera téléchargeable. Effectivement. Ça nous facilite. On peut travailler en ligne. Y compris avec les consultants. Donc, ça va faire moins de travail, effectivement. Ça facilite la tâche. Vous avez parlé de la question des moyens. Alors, très souvent, au Niger, malheureusement, beaucoup de projets ou beaucoup d'initiatives sont bloquées parce que nous croyons beaucoup à la nécessité d'avoir les moyens pour travailler. Dans votre cas, vous me disiez quand même qu'il y a des bailleurs qui ont accompagné cela et que récemment, je vis aussi à la suite de la visite que le ministre du développement industriel vous a rendu, je pense, ça doit être à quelle date? Je ne sais pas, c'est en août ou bien en février, je ne me souviens pas exactement de la date. Il a parlé de la mise en place d'un fonds de restructuration qui va être disponible dans le budget 2013. Ça, en tout cas, je le lis dans la presse. Est-ce que ce fonds-là est déjà disponibilisé? Est-ce qu'aujourd'hui, comment est financé vos activités? C'est serait intéressant de le savoir. Et puis, à quelle hauteur? Et merci. Sur le plan financement, on a deux niveaux. Il y a le niveau fonctionnement du bureau, pour lequel nous avons une subvention annuelle de l'État. Qui s'élève à 110 millions. C'était 100 millions, après on a amené ça à 110 millions par an. Il y a aussi le financement du programme. Ça veut dire que l'appui direct aux entreprises. Donc c'est ce financement-là qui devrait être assuré par le fonds de restructuration et de mise à niveau que nous avons voulu mettre en place. Nous avons élaboré les textes. Donc le projet de loi qui a été examiné et adopté par le gouvernement et transmis à l'Assemblée. Donc après examen préliminaire au niveau de l'Assemblée nationale, ils se sont rendus compte que ce n'est pas du domaine de la loi, donc le fonds. Ils ont renvoyé au gouvernement et le gouvernement a demandé l'avis du Conseil constitutionnel de transition. D'accord. Donc le Conseil constitutionnel de transition qui était parti dans le même sens que l'Assemblée nationale. Donc le Conseil a dit effectivement, ce n'est pas du domaine de la loi. Ça relève de la loi des finances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit avoir une ligne budgétaire dédiée au programme. Dans le budget du ministère. Donc, dans le budget du ministère, au titre des projets et programmes de développement. Donc en 2012 déjà, il y a eu une inscription d'à peu près 80 millions. 80 millions que nous avons découvert un peu plus tard. Pour 2013, nous ne savons pas encore ce qui a été voté pour le programme. Donc toute la problématique se trouve à ce niveau. Et parmi vous avez parfaitement raison, le gouvernement a voulu faire quelque chose. Bon, maintenant, en tout cas, le ministre l'a dit. Oui, il a bien dit. Voilà, parce qu'à ce temps-là, nous étions déjà dans le processus d'adoption du fonds, donc de la loi. Et qu'en est-il des financements, des PTF, des financements extérieurs? Parce qu'il y a aussi des enveloppes qui doivent être des enveloppes sous-régionales, parce que je ne sais pas si l'IMOA accompagne toujours le programme. Et dans votre comité de pilotage, vous avez prévu des PTF? Il faut dire qu'on a un seul partenaire qui nous appuie, c'est l'Union européenne. Donc dans le cadre du programme d'appui au secteur privé, qui est piloté au niveau du ministère du Commerce. Donc c'est cet appui-là qui nous permet d'accompagner pour
une période de 18 mois. Donc, parce que c'est en 2 débuts programme. Donc, 6 entreprises. Et l'UEMOA, l'accompagnement de l'UEMOA devrait intervenir dans le cadre de la phase de déploiement. Vous savez, on avait parlé donc de la phase pilote du programme. Donc après la phase pilote, il devrait avoir une phase de déploiement qui allait s'étendre à tous les secteurs industriels. Donc ça ne sera plus discriminatoire. Malheureusement, la machine est un peu grippée à ce niveau. Au niveau de la phase de déploiement tarde à se concrétiser. Donc effectivement, on a déjà examiné le premier draft du document du programme régional donc de déploiement. Il était prévu de l'accompagnement ou bien d'un appui. On n'a pas déterminé de façon précise comment ça sera fait, donc au bureau de mise à niveau. Alors, donc, pour l'Union européenne, est-ce que c'est un financement ponctuel ou bien c'est un partenariat long terme qui vise à accompagner la mise à niveau au Niger, ou bien comment ça s'est fait exactement? Non, oui, il faut dire que c'est vraiment un accompagnement, un appui ponctuel. Hein. Donc c'est sur vraiment un programme de 3 ans, le programme d'appui à la dynamisation du secteur privé. Donc c'est sur 3 ans, donc c'est un appui ponctuel. Mais nous sommes en train de nous mettre au travail pour bien faire le travail d'accompagnement de ces 6 entreprises. Et je suis sûr que si nous réussissons, nous allons aussi réussir les 4 autres qui vont suivre. Et ça peut susciter d'autres financements. Alors, justement, on a parlé au tout début que parmi vos objectifs, il y a aussi l'accompagnement des entreprises informelles pour qu'elles passent sans doute dans le secteur formel et qu'elles puissent être mises à niveau. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement? Parce que d'ailleurs, c'est ce qui est assez intéressant au Niger. Il y a quand même plus d'entreprises informelles que d'entreprises formelles. Vous avez du pain sur la planche. Et est-ce que vous avez commencé à travailler dans ce sens? Non. Comme je vous l'avais dit, nous n'avons pas commencé à mettre véritablement en œuvre le programme national. Et c'est le programme national qui prend en charge les entreprises informelles de transformation. Donc vous voyez, donc nous n'avons pas encore commencé. Mais nous avons déjà mis en place les outils nécessaires pour pouvoir faire l'accompagnement. Et l'accompagnement ne se fera pas par nous seuls, parce que ça sera en synergie avec les centres de gestion agréés qui seront créés auprès de la Chambre de commerce. Donc si une entreprise veut adhérer à notre programme, il faut qu'elle s'engage à se faire accompagner par les centres de gestion agréés. Parce qu'il faut quand même un minimum de transparence, comme je l'ai dit. Donc, c'est à travers la transparence au niveau des entreprises, c'est à travers la tenue des comptes. Donc, vous voyez ce qu'on voulait faire. Ouais. Alors, justement, puisque nous avons parlé aussi de la prime, et de son affectation pour mettre à niveau certaines fonctions de l'entreprise. Dans le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, la prime que les entreprises reçoivent, celle que vous avez accompagnée, elle est consacrée à quoi exactement? Non, ce n'est pas qu'elle est consacrée à quelque chose, mais c'est en compensation à quelque chose qui a été fait. Ok. Qu'est-ce que vous compensez le plus? C'est ce que je voulais savoir en quelque sorte. Non, c'est que sur le plan, les primes qui ont été versées aux entreprises, c'est sur la base des investissements matériels réalisés. C'est l'entreprise qui mobilise ses ressources pour faire les investissements. Et après vérification des réalisations faites, on détermine le montant de la prime. Et maintenant, on procède au déblocage des fonds. Voilà comment ça se fait. Donc, vous voyez, c'est après le processus. Oui, c'est-à-dire que les entreprises, ce qu'elles vous signalent comme investissement, qu'est-ce qui prédomine? Parce que je pose cette question pour savoir exactement quel est l'effort qui est fait par nos entreprises en matière d'investissement et dans quel domaine elles investissent le plus.
Par exemple, est-ce que ce que vous recevez, c'est des entreprises qui vous disent, écoutez, moi, je vais plus acheter de matériel informatique, moi, j'ai acheté des machines, moi, j'ai acheté des logiciels, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, dans notre processus, parce qu'on n'était pas allé jusqu'au fond. Donc, quand nous amenons le dossier au niveau du comité de pilotage, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, il y a déjà un plan de mise à niveau qui est élaboré. Et le plan là comporte deux aspects. Le premier aspect, c'est le côté immatériel. D'accord. On connaît de façon précise les actions immatérielles qu'il faut engager. Avec les coûts, donc le contenu, quel type d'experts il faut pour les réaliser, pour combien d'hommes jour ou bien combien d'hommes heure, pour pouvoir déterminer le montant de façon précise. D'accord, pour chaque action immatérielle. Et de l'autre côté, nous avons les investissements matériels. Et là-bas aussi, de façon précise, on va dire tel équipement, on donne les caractéristiques. Tel équipement, on donne les caractéristiques, ainsi de suite. Sur la base des factures pro forma, maintenant, on arrive de façon définitive, entre guillemets, le montant, parce que c'est prévisionnel, le montant des investissements immatériels. C'est sur cette base que nous appliquons les taux de primes à verser aux entreprises pour pouvoir, et on arrive ça définitivement. C'est ça le travail du comité de pilotage. Donc nous savons déjà ce que l'entreprise doit réaliser et de façon précise. Et après, vous faites un suivi. Après, maintenant, on fait un suivi de réalisation. D'accord. Et à ce niveau aussi, c'est un expert indépendant qui vient, qui est commandité pendant peut-être une journée pour partir faire les investigations sur le terrain et sur la base des pièces justificatives nécessaires. Alors, je pense il nous dépose un rapport. Et là, et maintenant, on commence l'instruction du déblocage. Donc, l'instruction du processus de déblocage maintenant de la prime. Voilà comment je pense que là, j'ai bien compris et je pense que nos téléspectateurs aussi ont bien compris. Nous arrivons à la fin de notre émission. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et aussi d'avoir apporté cet éclairage-là. Chers téléspectateurs, j'espère que ce débat a été profitable pour vous. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous une autre semaine pour une autre thématique, toujours sur l'économie. À bientôt. Ciao.